Donc le sujet de cet après-midi, c'est celui sur les écoles catholiques. Alors, c'est un sujet qui pourrait paraître, si je prends un mot un peu à la mode, soft. Un sujet qui pourrait paraître neutre, facile. Ah, vous avez de la chance, les écoles, facile à prêcher là-dessus, parce qu'évidemment, tout le monde est d'accord. Et pourtant, que de critiques, que de difficultés. De la part de l'État, ça on peut l'imaginer, de la part du monde, c'est pas trop étonnant non plus, de la part de l'Église, je dirais plutôt des hommes d'Église, c'est déjà un petit peu plus curieux, et puis évidemment, encore plus surprenant que de critiques, difficultés de la part de gens qui se disent traditionnels. Alors toutes les écoles sont concernées par cela. Et quand je parle de manière générale des écoles catholiques, évidemment j'entends les écoles traditionnelles, que ce soit celle de la fraternité, que ce soit celle des dominicaines, de Saint-Pré ou de Fangeau, pareil, que ce soit celle évidemment de la Pérodière ou toutes les autres écoles qui donnent, toutes les petits primaires aussi, qui donnent toute cette éducation traditionnelle. En effet, que d'objections. On entend beaucoup d'objections. Alors je vais vous en donner quelques-unes. Je pense que vous pourriez même m'en dire d'autres. Je ne sais pas si j'en ai oublié, dites-le moi. J'ai le droit de mettre mes enfants où je veux. Il existe de bonnes écoles non tradies. Et puis de toute façon, je rectifie le soir à la maison. Donc, pas besoin d'aller loin pour mettre les enfants dans des écoles. Ensuite, dans vos écoles, les enfants sont dans un cocon. En effet, ils sont complètement enfermés, ils ne connaissent pas le monde, et pourtant il faut qu'ils apprennent la vie. Parce qu'autrement, ils vont être perturbés. Dès qu'ils vont sortir de vos écoles, ça va être l'effondrement total. Donc ils sont dans un cocon, donc c'est pas bien. Il faut qu'ils connaissent le monde, il faut qu'ils soient au contact avec le monde. Et puis comme ça fera de bonne éducation. Ensuite, autre objection, à la pension, ça je peux pas. Je peux pas. C'est vraiment impossible, je suis désolé, écoutez, monsieur l'abbé, je suis une femme, je suis désolé, non, la pension, je peux pas. Autre objection, que vont dire mes amis eux? Qu'est-ce qu'elles vont dire? Oh, comment tu mets tes enfants dans des écoles comme ça, chez les bonnes sœurs, chez les curés, mais enfin, voyons. Ou alors, une autre objection, de toute façon, c'est mon fils, c'est ma fille qui choisit. Bref, j'en ai peut-être oublié. Enfin, on a l'impression qu'on n'a plus qu'à fermer nos écoles. Elles ne servent plus à rien. Alors avant de répondre, j'y répondrai. Et d'aborder le problème spécifique de l'école, je verrai d'abord le devoir de l'éducation. Donc dans un premier point. Et ensuite, je parlerai évidemment de l'école dans un deuxième point. Et en conclusion, je vous lirai, en commentant un petit peu, ça reprendra certainement des points que j'aurai abordés, la charte des écoles de la Fraternité Saint-Pédis. Donc cette charte a été faite il y a à peu près 18 mois, donc après de nombreuses réunions entre directeurs, avec les supérieurs, et nous avons donc sorti cette charte. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, ils ont des enfants dans les écoles, la fraternité. Et donc je la lirai, qui donne l'optique de l'éducation par la fraternité. C'est tout simplement catholique. Et je pense que les dominicaines et la Pérodière ou les autres écoles s'y reconnaîtraient également. Et puis, je répondrai aux objections. Alors, l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation ? Éduquer ou élever un enfant, nous dit l'étymologie, c'est l'aider à tirer de lui-même, et d'ucere, ce qui est en germe, en sommeil, et aussi à l'aider à grandir et à se hausser, elevare, dans son corps et dans son âme.
Donc l'aider à tirer de lui-même ce qui est en germe, et aussi l'aider à grandir, à se hausser dans son corps et dans son âme. Donc on peut dire que l'éducation va consister à élaborer une personnalité libre et consciente dirigée vers sa fin, dirigée vers un but. Ça, c'est de manière évidemment générale. L'éducation évidemment catholique, on l'a assez vu, le but, c'est Dieu. Donc il va s'agir de former un chrétien. Donc on va appliquer aussi à l'enfant ce qui vaut pour chacun d'entre nous. L'homme est créé pour louer, honorer, servir Dieu et par ce moyen sauver son âme. Donc il va falloir essayer de mener l'enfant à accomplir ce but. Donc permettre à l'enfant d'atteindre la fin en vue de laquelle il a été créé. Le pape Pie XI le dit très bien dans son encyclique Divini Ilius Magistri. Alors ça, entre parenthèses, je pense que toutes les mères de famille devraient l'avoir lu. Donc encyclique de Pie XI, Divini Ilius Magistri, consacrée précisément à l'éducation chrétienne. Elle est du 31 décembre 1929. Donc texte fondamental. Ça, je pense que tous ceux qui ont des enfants à élever doivent l'avoir lu. Alors qu'est-ce que nous dit Pie XI donc, dans cette encyclique ? Puisque l'éducation consiste essentiellement dans la formation de l'homme, lui enseignant ce qu'il doit être, et comment il doit se comporter dans cette vie terrestre pour atteindre la fin sublime en vue de laquelle il a été créé, il est clair qu'il ne peut y avoir de véritable éducation qui ne soit tout entière dirigée vers cette fin dernière. Donc on ne peut pas concevoir une éducation chrétienne qui ne soit pas dirigée vers la fin dernière, c'est-à-dire vers Dieu. Alors gardez toujours devant les yeux ce but. La fin dernière de l'enfant. L'enfant, c'est qu'il se sauve. Et donc, évidemment, il va falloir mettre en pratique, prendre les moyens qu'il faut pour qu'il atteigne ce but. Donc, importance de la bonne éducation. Donc ainsi, élever un enfant, on va lui marquer les buts vers lesquels il doit tendre. Dieu, sa perfection. On va ainsi aider l'enfant à dominer ses instincts et à les diriger par la raison. Donc au lieu de suivre que ses instincts, mais il va falloir lui montrer, attention, il faut d'abord que la raison domine. Évidemment, il y a plusieurs stades. Évidemment, un enfant avant l'âge de raison, on ne va pas tellement lui demander de se diriger par sa raison, puisque sa raison n'est pas encore très développée. Donc ça va plutôt passer par des commandements. Style, quand l'enfant a 2-3 ans, tu sais, mon enfant, c'est pas bien de faire ça. C'est pas tellement la façon de l'éduquer. Ensuite, on va aider l'enfant à développer l'ensemble de ses facultés. Donc, toutes les développer. On va l'aider à combattre les passions mauvaises et à développer les bonnes. Attention, ne pas séparer les deux. Combattre ce qui est mauvais, ça, il faut le faire, mais aussi, attention, développer les bonnes. Donc ça, c'est une façon générale. On ne détruit bien que ce que l'on remplace. Donc si vous voulez bien éliminer un défaut chez un enfant, il faut évidemment le remplacer par une qualité. Ça vaut pour tout le monde d'ailleurs. Quand on va demander, par exemple, si vous êtes une accro de la télévision, vous ne pouvez plus vous en passer, évidemment, si on va vous dire, supprimez-la, mais pour la supprimer, il va falloir la remplacer par quelque chose d'autre, évidemment. Donc c'est une grande règle, ça. Combattre les passions et développer les bonnes. Ensuite, élever un enfant, ça va être l'aider à acquérir la maîtrise de soi.
et à orienter ses sentiments. Là aussi, très important. Orienter ses sentiments. Donc ne pas se laisser guider par le 7e ou 8e ou 9e sens. Donc l'éducation chrétienne va être de coopérer à l'action de la grâce divine dans la formation du parfait chrétien. Et pour cela, il faut tenir compte de l'enseignement de l'Église, évidemment. Il faut des maîtres. Et l'enseignement de l'Église, dans ce domaine de l'éducation, j'y reviens, parce qu'on l'a déjà abordé pour vous, mais maintenant c'est pour les enfants. Il ne faut pas faire abstraction du dogme fondamental pour l'éducation, c'est celui du péché originel. Et oui, celui du péché originel. On y revient. Parce que, on l'a vu, le péché originel évidemment est effacé par le baptême, mais il nous en reste les conséquences, les traces. Alors ce que nous avons vu, je ne sais pas, c'était hier, pour nous-mêmes, eh bien il faut aussi le voir dans l'enfant. Même l'enfant baptisé, même un petit enfant, possède ces conséquences du péché originel. Donc les 4, vous les connaissez, je vous les rappelle, l'ignorance. L'enfant est ignorant. Eh bien oui, votre cher petit bambin ne sait pas tout. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais il ne sait pas tout. Donc il a cette blessure d'ignorance. Donc il va falloir l'instruire. Il a cette blessure de malice. En clair, tout ce qu'il veut n'est pas forcément bien. Ça paraît évident, mais pour certains, non. L'enfant roi. Mon petit chéri, qu'est-ce que tu veux? L'enfant va avoir cette blessure de faiblesse. Contre la force pour faire des choses ardues, non, il est faible. Là aussi, je suis désolé de vous l'apprendre, votre enfant peut être paresseux. Oh non, c'est vous, vous le comprenez pas. Ah non, je comprends pas. Et non, chez moi, il travaille toujours. Il n'y a qu'à l'école, il ne travaille pas. Non, non, je suis désolé. Il a aussi cette blessure de faiblesse. Enfin, il a aussi cette blessure qu'on appelle donc la concupiscence. Alors pour lui, chez l'enfant, la concupiscence, c'est chercher son plaisir immédiat. C'est ça pour lui. Donc, en général, en faire le moins possible dans le travail et s'amuser le plus possible. Donc, ça veut dire les caprices. Les caprices, il faut le mettre à ce niveau-là. Donc, j'insiste, c'est vraiment quand vous, vis-à-vis de vos enfants, évidemment, vous les aimez d'un amour absolu, c'est vrai, mais voyez bien que l'enfant reste marqué par ces conséquences du péché originel. Vous savez, aimer, c'est vouloir le bien de celui que l'on aime. Donc même l'enfant, il faut voir son bien. Donc ne pas se laisser prendre par des sentiments trop naturels. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et là aussi, on n'est pas aidé par la société qui est empreinte de la théorie de Rousseau, de Jean-Jacques, qui dit que l'homme est bon et c'est la société qui le corrompt. Ça, oui, mon petit enfant, il est bon. C'est les autres qui le corrompent. Mais lui, ah non. Ce l'abbé, je suis sûr, il a de mauvais camarades, c'est à cause de ça. Bon, ça peut être vrai, attention. C'est vrai. Mais non, l'enfant, il n'est pas bon. Je suis désolé. Même La Fontaine, je ne sais plus dans quelle fable. Bon, trou de mémoire. Bref, la conclusion, c'est cet âge est sans pitié. C'est quoi le coche et je ne sais plus. Enfin bref, cet âge est sans pitié. Et là, c'est vrai que quand on voit des enfants entre eux, ils sont sans pitié.
Donc Rousseau, en disant que l'homme est bon et la société le corrompt, nie le péché originel, ni plus ni moins. Donc vraiment, encore une fois, ne pas se faire d'illusions, malgré son petit air angélique. C'est vrai, les enfants sont mignons, ils savent prendre leur plus beau sourire pour essayer d'attendrir leur mère, leur père, les éducateurs, la religieuse, l'abbé. Ah non, monsieur l'abbé, c'est pas moi. Ah là là. Ah c'est vrai, de temps en temps, il est dur de ne pas fondre, ça je suis d'accord. Mais non, il faut garder tête froide. Oui, alors, à ce sujet, de ne pas faire d'illusions, je raconte une petite histoire qui est arrivée à un prêtre, qui ne m'est pas arrivée à moi-même, mais bon, ça peut arriver. Un jour, un prêtre est invité donc, dans une famille, un soir, et puis, tout le monde dîne, les parents, les enfants, etc. Et après le dîner, tout le monde va au salon, et puis dans le salon, à un moment, il arrive, les parents disent « Allez, mes enfants, vous allez vous coucher. » Vous dites « Bonsoir, vous allez vous coucher. » Puis les enfants partent. Et puis le prêtre, à un moment, il commence à dire aux parents « Mais vous êtes sûrs, vos enfants sont bien allés se coucher ?»« Ah oui, monsieur l'abbé, pas de problème. » Bon. Puis quelques minutes plus tard, le prêtre commence à dire « Mais vous en êtes certain, enfin... » Ah oui, vous savez, quand on dit quelque chose à nos enfants, ils le font, ils obéissent, il n'y a pas de problème, ils sont allés se coucher. Non, non, je vous assure, monsieur l'abbé, ne vous tracassez pas. Bien. Alors, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le prêtre commence à dire, écoutez, si j'étais à votre place, j'irais quand même vous voir. Oh bon, monsieur l'abbé, puisque vous insistez, j'y vais. Alors, les parents y vont, et les enfants... Donc, ce qu'ils faisaient, bon, évidemment, ils étaient en pyjama, mais ils s'étaient amusés à faire des bombes à eau, en papier, et puis du balcon, rempli d'eau, ils balançaient ça sur les gens en bas. Et les parents n'avaient rien vu. Ah, douce illusion. Bon, enfin, je dis pas que tous vos enfants font ça, mais c'est vrai que c'est drôle. Voilà donc l'éducation. Alors évidemment maintenant, qui va faire l'éducation? Alors cette éducation, évidemment, là, je l'ai dit ce matin, fait partie de la fin première du mariage, qui est la procréation et l'éducation. Donc cela, évidemment, est le devoir important, premier, des époux chrétiens. Donc là, je fais peut-être une petite parenthèse. Je l'ai évoqué un petit peu dans le sermon ce matin, parce que souvent des parents sont tracassés, le nombre d'enfants, etc. Évidemment, on vous incite d'être généreux, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, mais il pourrait y avoir certains qui regardent de travers, par exemple des parents, des familles qui n'ont qu'un ou peu d'enfants, voire pas d'enfants, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, etc. Attention au jugement téméraire. Nous prêtres, nous sommes bien placés. Parce que des parents, d'abord, qui peut-être ont du mal à avoir des enfants ou difficulté à en avoir, c'est une grande souffrance. Donc ne pas juger. Donc savoir ne pas juger les familles qui n'ont peut-être pas beaucoup d'enfants. Puis ensuite, d'autres familles, on a l'impression que c'est une compétition. À qui aura le plus d'enfants? C'est pas non plus catholique. L'Église demande de suivre la providence. Et là, ce sont des signes. Parce que là aussi, bon, par expérience, il existe des familles nombreuses, c'est très bien. Il y en a où les enfants sont admirablement bien élevés, c'est très bien, parce que les parents ont la santé, ils savent faire Deo gratias.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc attention. Il faut suivre les signes de la providence. Ça peut être, je ne sais pas, une maman épuisée au bout du 4e ou 5e enfant, ça peut arriver, et elle n'a pas la santé pour élever. Bon, c'est peut-être se dire, bon, on n'aura peut-être pas 12 ou 15 enfants. Oui, tout simplement. Il faut voir la réalité aussi, ne pas se faire d'illusions. Voilà, je ferme la parenthèse, mais évidemment, savoir aussi être généreux. Tout ce que je dis ne veut pas dire favoriser l'égoïsme, évidemment. Mais il faut voir aussi les choses, prier, savoir qu'est-ce que le bon Dieu attend de nous. Qu'est-ce que le bon Dieu attend de nous. Donc parce que je reviens, ça veut dire que c'est bien d'avoir des enfants, mais l'éducation, c'est aussi le même devoir impérieux du mariage, de la fin première du mariage. Vous ne pouvez pas vous dire, bah, yes, j'ai fait mon travail, j'ai mis des enfants au monde, ça va, j'ai fini. Non, l'éducation est partie intégrante de votre devoir. Pourquoi ce devoir de l'éducation? Eh bien, tout simplement, il réside dans le fait que l'enfant n'est pas la propriété des parents. Il n'est pas celui de l'État, je vous rassure. Non, il est un dépôt que Dieu leur a confié. Ils doivent lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour atteindre le but, le ciel. Bien se dire, c'est le bon Dieu qui vous a confié des enfants. Et donc, eh bien, il faut que vous fassiez en sorte qu'il obtienne le but, le ciel. Donc l'aider à développer en son âme cette grâce sanctifiante qu'il a reçue au baptême, cette vie divine, cette charité. Donc vous voyez, on en revient toujours là, coopérer à l'action de la grâce divine. Donc c'est évidemment la famille, les parents qui sont responsables de ce devoir d'éducation. Donc le premier milieu naturel et nécessaire de l'éducation, c'est la famille, qui est destinée d'ailleurs à ce but par le bon Dieu. Et d'ailleurs, l'éducation la plus efficace et la plus durable va être celle donnée par l'exemple des parents, le bon exemple des parents. Et ça, c'est là aussi fondamental. Bon, je prends un exemple un peu grossier, mais vous pouvez l'appliquer à différentes choses. Les parents qui diraient à l'enfant, et ça existe, allez, tu vas à la messe et dimanche, tu vas à la messe. Et puis eux, les parents, ils restent à la maison. Alors évidemment, l'enfant, il ira jusqu'à ce qu'il craindra ses parents, puis à l'adolescence, terminé. Après la communion solennelle, ça sera terminé. Alors évidemment, si vous éduquez vos enfants comme ça, il n'y aura pas grand-chose. Si vous voulez que vos enfants aient un langage correct, déjà commencez par avoir un langage correct. L'enfant répète ce qu'il entend à la maison. Bon, après, il va répéter ce qu'il entend à l'école, je suis d'accord, mais il commence déjà par répéter ce qu'il entend à la maison. C'est d'ailleurs souvent très drôle. Souvent, des enfants ont des expressions on voit, ce ne sont pas des réflexions d'enfants, mais ils n'ont fait que répéter ce qu'ils entendent à la maison. Vous pouvez tous avoir des exemples, mais c'est souvent très drôle. Donc, qui va faire l'éducation, pardon, donc les parents, évidemment. Mais tout de suite, vous vous rendez bien compte, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, il va vous falloir chercher de l'aide. Et l'aide, eh bien évidemment, on y arrive, ça va être l'école. Donc, nous arrivons au deuxième point, l'école catholique. Si vous avez bien compris cette importance de l'éducation, je crois qu'il ne devrait pas avoir de problème pour la suite. C'est-à-dire que l'école va apparaître comme le prolongement de la famille. L'école est de sa nature une institution auxiliaire de la famille. Donc l'école est là pour aider la famille. Donc, à famille chrétienne, évidemment, il va falloir une école chrétienne.
Et l'école chrétienne, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une école où on dit la prière éventuellement le matin, où il y a un peu de catéchisme par-ci par-là? Non, c'est pas ça l'école catholique. C'est une lente, on peut la définir, l'école catholique, comme une lente imprégnation de toute la pensée et de toute la conduite dans un climat de foi et de charité. Si vous voulez, c'est l'enseignement chrétien qui pénètre toutes les activités. C'est une continuelle formation morale et religieuse. C'est vraiment la continuation de la famille. Et l'Église a toujours veillé à ce qu'il y ait des écoles chrétiennes, toujours, dans tous les temps. Même au Moyen-Âge, par exemple, souvent les écoles étaient à côté des monastères. C'était les moines, les moniales qui faisaient l'école. Donc déjà se dire, c'est vraiment, l'école doit être le prolongement de la famille. Alors évidemment, il va se poser le problème du choix de l'école. Quelle école choisir? Alors l'Église a toujours fait un devoir important pour les parents de choisir une école véritablement catholique. Je vous lis à ce sujet un texte de l'évêque de Carcassonne. Donc l'évêque de Carcassonne dans le Midi. Quel que soit le degré de l'enseignement, primaire ou secondaire, des parents qui, sans de sérieuses raisons, confient leurs enfants à une école neutre, alors qu'ils pourraient les confier à une école chrétienne, commettent certainement une faute grave dont Dieu leur demandera compte. Cette parole est dure, songez-vous. Oui, à combien de familles n'a-t-elle pas demandé l'héroïsme? Pour fonder ou entretenir des maisons d'éducation conformes aux exigences de leur foi, ces familles ont consenti et consentent tous les jours les plus lourds sacrifices. Mais les âmes de leurs chers petits, pour qui le Seigneur Jésus a voulu mourir en croix, n'en valent-elles pas la peine? Et l'argent peut-il être jamais mieux employé qu'à nourrir de vie divine, dans un climat de foi et d'amour, l'esprit et le cœur de nos enfants? Évêque de Carcassonne, Monseigneur Puech, en 1955. Donc vous voyez, obligation grave. Je vais lire tout simplement aussi un autre extrait qui va rappeler un peu ce que je disais auparavant, donc de Pie XI, toujours dans son encyclique Divini Aelius Magistris sur l'éducation. À ne considérer donc que ses origines historiques. L'école est de sa nature une institution auxiliaire et complémentaire de la famille et de l'Église. Vous voyez bien, auxiliaire. Partant, en vertu d'une nécessité logique et morale, l'école doit non seulement ne pas se mettre en contradiction, mais s'harmoniser positivement avec les deux autres milieux dans l'unité morale la plus parfaite possible, de façon à constituer avec la famille et l'Église un seul sanctuaire consacré à l'éducation chrétienne. Faute de quoi, elle manquera sa fin pour se transformer au contraire en œuvre de destruction. Vous voyez, évidemment, pour le pape, l'Église, la famille, l'école doivent former un tout. De là, il ressort nécessairement que l'école dite neutre ou laïque, d'où est exclue la religion, est contraire au premier principe de l'éducation. Une école de ce genre est d'ailleurs pratiquement irréalisable, car en fait, elle devient irreligieuse. En effet, notre Seigneur d'ailleurs nous le dit, qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc une école vraiment neutre, ça n'existe pas. Inutile de reprendre ici tout ce qu'ont dit sur cette matière nos prédécesseurs, notamment Pie IX et Léon XIII, parlant en ces temps où le laïcisme commençait à sévir dans les écoles publiques. Nous renouvelons et confirmons leurs déclarations, et avec elles les prescriptions des sacrés canons. La fréquentation des écoles non catholiques ou neutres
ou mixte. Alors mixte, ici, c'est-à-dire de celle qui s'ouvre aux catholiques et aux non-catholiques indistinctement, doit être interdite aux enfants catholiques. Elle ne peut être tolérée qu'au jugement de l'ordinaire, c'est-à-dire de l'évêque, dans des circonstances bien déterminées de temps et de lieu et sous de spéciales garanties. Oui, c'est strict. Il ne peut donc même être question d'admettre pour les catholiques cette école mixte, surtout si elle est unique et obligatoire pour tous, ou, bien que l'instruction religieuse soit donnée à part aux élèves catholiques, ceux-ci reçoivent cependant, avec les élèves non catholiques, tous les autres enseignements de maîtres non catholiques. Ainsi donc, le seul fait qu'il s'y donne une instruction religieuse, souvent avec trop de parcimonie, ne suffit pas pour qu'une école puisse être jugée conforme aux droits de l'Église et de la famille chrétienne, et digne d'être fréquentée par les enfants catholiques. Pour cette conformité, il est nécessaire que tout l'enseignement, toute l'ordonnance de l'école, personnel, programme et livres, en tout genre de discipline, soit régi par un esprit vraiment chrétien, sous la direction et la maternelle vigilance de l'Église, de telle façon que la religion soit le fondement et le couronnement de tout l'enseignement, à tous les degrés, non seulement élémentaires, mais moyens et supérieurs. Il est indispensable, pour reprendre les paroles de Léon XIII, que non seulement à certaines heures la religion soit enseignée aux jeunes gens, mais que tout le reste de la formation soit imprégné du parfum de la piété chrétienne. Sans cela, si ce souffle sacré ne pénètre pas et ne réchauffe pas l'esprit des maîtres et des disciples, la science, quelle qu'elle soit, sera de bien peu de profit. Souvent même, il n'en résultera que de sérieux dommages. Pin 11. Donc vous voyez l'importance du choix de l'école. Qu'est-ce que dit le pape? Il en fait vraiment une obligation grave. Alors, où trouver ces écoles? On dit, mais ces écoles qui se disent libres ou catholiques, sous contrat, est-ce qu'elles rentrent dans ce cadre-là que vient de définir le pape? La réponse, malheureusement, vous la connaissez. Pourquoi? Pourquoi on peut répondre malheureusement non? Parce qu'il y a la loi Debré de 1959 qui les a liés. C'est-à-dire que l'État, à ces écoles catholiques, leur a donné de l'argent. Je vous paye vos professeurs. Mais vous prenez les programmes de l'État. Mais vous prenez tel professeur. Donc, ils ne sont plus libres, les programmes de l'État. Alors, eh bien, il suffit de regarder les programmes de l'État. Nous recevons donc toutes nos écoles, nous recevons les programmes d'État. Nous recevons aussi les spécimens des manuels scolaires, donc ce qui nous permet de juger sur pièce. Donc ce n'est pas des procès d'intention que je fais. Donc on a les manuels, je n'en ai pas apporté ici, mais vous pouvez vérifier dans n'importe où. Alors quand on voit ces manuels, ces méthodes, eh bien il y a de quoi être effrayé. Je me place déjà sur un plan purement naturel, déjà en français. Bon, on pourrait parler longuement de cette méthode de lecture, ne serait-ce que déjà la base, ces méthodes globales, voire semi-globales. Cette grammaire qu'on appelle structurale aussi. Tout cela qui ne fait qu'introduire la confusion dans l'esprit de l'enfant. Alors s'en sortent généralement les plus doués. Les enfants, certes vous pourrez me dire, mais moi mon enfant a suivi une méthode semi-globale et il lit très bien. Effectivement, il y a des enfants doués, généralement les plus doués, qui s'en sortent. Mais ce n'est pas la majorité, il faut voir les dégâts qu'on peut constater. D'ailleurs, ils se plaignent dans l'éducation, en 6e, ces enfants ne savent pas lire. Il n'y a qu'à regarder comment on leur apprend à lire. On mémorise, donc c'est ça la méthode globale. On voit un chat, ça c'est un chat. Bon, donc on apprend comme ça, mais on ne fait plus le fameux B à bas, donc les méthodes syllabiques, qui elles sont naturelles. On y va par analyse et on fait une synthèse après.
Mais donc, on déstructure complètement l'intelligence de l'enfant, incapable d'analyser un texte après. Donc vraiment, et puis bon, je ne parle pas ensuite des auteurs français, qu'on étudie en français dans les plus grandes classes. Attendez, cette année, c'était un livre de troisième. Je crois que c'était en troisième. Ils ont mis, il y avait un poème, donc dans le livre de français, un poème. Ah, j'aurais dû vous l'apporter. C'était Toi, mon frère, le beurre. Alors, et puis, donc, on met aussi, évidemment, le rap, c'est une culture. Donc, vous avez des textes de rap. Ça fait partie de la culture française. Bon. Enfin bref, et puis ensuite tous les textes en français, enfin vous connaissez. Ensuite en histoire. Alors en histoire, souvent, c'est une histoire thématique. C'est-à-dire, on va prendre un thème et puis on va sauter des périodes. C'est-à-dire qu'à un moment, l'enfant, on va parler de, je sais pas quoi, de la Révolution française, par exemple. Ensuite, on va revenir à l'Antiquité. Ensuite, on va repartir à l'époque contemporaine, etc. Donc, plus du tout de chronologie. Puis évidemment, le Moyen-Âge, l'époque obscurantiste, l'Église attaquée, enfin, il faut voir les présupposés qu'il donne. Les femmes n'ont pas d'âme, enfin bref, l'Église disait que les femmes n'ont pas d'âme, enfin tous les trucs, les tartes à la crème, elles y sont. Donc évidemment, l'histoire vraiment est mal enseignée. Et puis, enfin, la lumière arrive en 1789. Ensuite, vous voyez les... Alors là, évidemment, c'est encore plus clair, les programmes de biologie. Alors c'est bien simple, c'est-à-dire maintenant, j'ai vu des manuels en primaire, oui, des cours moyens. Cours moyens, donc 7e, 8e. Bon, je ne sais pas ce qu'ils parlent, des petits animaux et tout, mais vous avez déjà une initiation à la reproduction humaine. Vous avez déjà les schémas, comme ils appellent de l'anatomie, quoi, si vous voulez. Donc déjà. Et ensuite, alors ça se corse à partir de la 5e. Vous avez le programme donc, de ce qu'ils appellent la reproduction humaine, donc c'est 5e ou 4e. Mais les manuels, évidemment, sont déjà faits en 5e. Donc 5e, 4e. Alors là, c'est à regarder avec lunettes noires. Hein. C'est scandaleux. C'est des photos, c'est vraiment l'initiation à la débauche, quoi. C'est vraiment, on leur apprend tout. Et puis, on met des photos à l'appui. Puis évidemment, alors sous prétexte de sida, alors on prend tous les moyens, on leur explique en long, en large et en travers comment faire. Et en 3e, c'est un peu mieux. Puis cette année, les nouveaux programmes, de nouveau, insistent. Donc les programmes, à partir de la rentrée de 99, insistent de nouveau sur cette santé publique. Alors ils parlent maintenant de santé publique. Santé publique. Et donc, ils remettent de nouveau tous ces problèmes de contraception, etc. Alors, ils ont le culot de mettre, donc ils étalent toutes les méthodes de contraception, et ils mettent ensuite, à la fin, méthode naturelle. Donc, méthode naturelle. Alors, ils mettent d'abord en gros peu fiable, alors qu'avant, ils ont mis 100%. Et puis, ils mettent quand même, dans un manuel, ils mettent un texte de Jean-Paul II, donc qui est très bien, enfin, qui condamne la contraception et qui parle éventuellement des causes où on peut prendre la régulation naturelle des naissances. Mais là-dessus, ils mettent comme jugement, non, c'est peu fiable, etc. Donc tout est fait pour dénaturer complètement et pervertir les enfants. Je ne comprends pas comment des parents peuvent laisser des enfants dans des classes comme ça. Alors, à ce sujet-là, c'est peut-être une petite parenthèse aussi, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas que des parents aient des scrupules, j'allais dire un mauvais scrupule, à faire ce qu'on pourrait appeler l'éducation à la vie des enfants. Évidemment, c'est le rôle des parents, j'insiste, c'est le rôle des parents d'apprendre à l'enfant ces lois de la vie. Ne dégagez pas vos responsabilités en disant « Ah non, il l'apprendra à l'école, il l'apprendra par des prêtres, etc. » C'est pas vrai, ça, c'est
Non, c'est faux. C'est aux parents d'apprendre. Vous avez les grâces d'État pour cela. Vous avez la grâce du mariage. Vous avez la grâce d'État. Et ensuite, l'enfant, si ce n'est pas vous qui le faites, il l'apprendra de toute façon par des camarades. Et là, il pourra être choqué, il l'apprendra peut-être de manière mauvaise. Il pourra être perturbé. Donc c'est vraiment à vous, parents, de l'apprendre. Alors vous pouvez vous aider. Si certaines s'intéressent, j'ai pas référence, il y a un petit livre qui est très bien fait, de parents chrétiens d'ailleurs, qui parle de l'éducation des enfants à la loi de la vie. Enfin, c'est très bien fait. Vous avez aussi les fiches du Père Barbara qui peuvent vous aider. Et dans ce domaine-là, il faut mieux parler 1 heure trop tôt qu'1 heure trop tard. Ça, c'est sûr. Alors, la petite règle, c'est de... L'enfant, de toute façon, en grandissant, vous voyez bien, il va se poser des questions à un moment ou l'autre. Eh bien, c'est de répondre à ces questions à l'âge où il se trouve. Alors, et attention, lui dire la vérité, ne pas raconter des histoires. L'histoire des choux, des roses, non. Parce que un jour, si vous dites ça, un jour, l'enfant verra que vous l'avez trompé. Alors évidemment, il y a des façons de dire, de présenter, et surtout toujours présenter ça dans le plan de Dieu. Donc ne pas lui faire un cours de médecine, hein, mais représenter tout ça dans le plan de Dieu. Et ce petit livre dont je parlais fait ça très bien. Il y a ce qu'il faut dire, et puis il y a aussi toujours ramener au plan de Dieu. Toujours. Mais ça, j'insiste beaucoup, hein, chère mère de famille, hein, c'est vraiment à vous de le faire. Et pas trop tard. Pour vous donner un peu par expérience, je veux dire, à mon avis, il faut qu'à 9-10 ans, l'enfant sache déjà pas mal de choses. Ça vous paraît peut-être tôt, mais on voit dans les écoles, l'âge descend. Avant, effectivement, c'était peut-être nous, vous avez dit, à 15 ans, à 17 ans, on ne savait pas grand-chose. Maintenant, je vais dire, ça descend. Parce que voulez-vous, l'enfant vit quand même dans le monde, un jour ou l'autre, il y a telle perversion partout, affiches, ou ce que vous voulez, un jour ou l'autre, il se posera des questions, et là, de plus en plus tôt. Alors évidemment, la règle en principe, c'est que la mère de famille s'adresse aux filles, et que le père s'adresse aux garçons. Voilà, donc c'était un petit parenthèse, mais il me semble comme prêtre, c'est vraiment important. Hein, vraiment, sincèrement, il faut y veiller. Donc, vous voyez, ces écoles sous contrat prennent les programmes d'État. Je veux dire, sincèrement, je ne vois pas comment on peut laisser des enfants comme ça. Et je l'ai dit à des parents, j'ai dit, mais est-ce que vous êtes déjà amusé à regarder les manuels? Oh ben non. Ben non. De toute façon, ils n'ont pas le droit de les sortir de l'école. J'ai dit, mais c'est criminel, vous ne savez même pas ce que vos enfants étudient. Alors ainsi, donc, vous voyez l'obligation donc de choisir la bonne école. Alors donc comme je vous le laissais, je vais vous lire maintenant la charte des écoles de la fraternité, donc il va un peu rappeler les principes de l'école catholique. Donc un peu un résumé de ce qu'on a vu. Les écoles de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis ont pour fin l'éducation chrétienne des jeunes gens, selon l'esprit de notre mère la Sainte Église, qui a reçu la mission divine d'enseigner toutes les nations, et dont l'expérience multiséculaire s'est clairement exprimée dans les directives des souverains pontifes et constamment manifestée par la pratique des saints éducateurs. Alors là-dessus, on s'appuie essentiellement sur un texte de Pie XI aussi, qui le précise, ce rôle d'éducatrice, l'Église l'a de tout temps revendiqué. Ensuite, paragraphe 2, le fondement de ces écoles est l'esprit de foi. Si la foi est profonde à l'école, les études seront bonnes, la discipline aisée, l'esprit de famille naturel. En ces temps d'apostasie,
Ces écoles ont le souci de transmettre l'amour de la vérité. Les élèves y apprennent à reconnaître les erreurs modernes afin de les repousser. Ils garderont ainsi le chemin du ciel au milieu des dangers de ce monde. Vous voyez, je peux tout de suite déjà... Enfin non, je le ferai après, mais aux enfants, on ne les noie pas, on ne les met pas sur une planète en dehors du système solaire où tout est beau, etc. Non. On leur apprend aussi à reconnaître les erreurs. Paragraphe 3, il y en a 9. Afin de donner une éducation pleinement chrétienne à la jeunesse, ces écoles, soutenues par les parents, premiers éducateurs, veulent être vraiment libres de toute entrave, idéologique ou financière. C'est d'elles que sortiront les vocations et les foyers chrétiens, fondements de la société. Dans son encyclique, Divini Iulius Magistri, mais là où cette liberté élémentaire est empêchée ou contrecarrée de différentes manières, les catholiques ne s'emploieront jamais assez, fût-ce au prix des plus grands sacrifices, à soutenir et à défendre leurs écoles. Et Monseigneur Lefebvre, dans les statuts de la fraternité, dit bien, les écoles vraiment libres de toutes entraves afin de dispenser une éducation totalement chrétienne à la jeunesse seront encouragées et éventuellement fondées par les membres de la fraternité. C'est d'elles que sortiront les vocations et les foyers chrétiens. 4e paragraphe. L'éducation chrétienne, coopération à l'action de la grâce, a pour but la formation du véritable et parfait chrétien. L'école trouve dans la liturgie la source privilégiée de la vie surnaturelle et d'une solide piété. Les élèves aimeront le saint sacrifice de la messe, la fréquentation des sacrements, les cérémonies et la musique sacrée. La liturgie éduque avec délicatesse les vertus de l'âme chrétienne. Donc là aussi, évidemment, dans nos écoles, il y a cette formation à la liturgie. Bon, pour les garçons, évidemment, il y a l'apprentissage de la messe, on a les chorales, les chants, on a les cours, on a un cours de liturgie également en 4e, etc. Donc vraiment, la liturgie, on vous en a parlé hier, est très importante dans la formation. 5e paragraphe. Ces écoles dispensent un enseignement vraiment catholique, où toutes les sciences profanes sont en harmonie avec l'esprit de foi. Elles respectent la hiérarchie des sciences en accordant le primat à la philosophie réaliste, aux humanités et à l'histoire, afin de donner un jugement droit par une formation classique de l'esprit. Elles veulent faciliter le choix d'un métier ou d'un état de vie en permettant à chaque élève de découvrir ses dons et ses limites. Bon, c'est ce qu'on fait évidemment. Bon, là, on a peut-être une légère différence avec les dominicaines, c'est que nous faisons aussi les séries scientifiques. Donc évidemment, on a la philosophie réaliste, mais même si la philosophie, les humanités, évidemment, c'est le sommet de la formation, bon, néanmoins, on ne peut pas non plus complètement faire abstraction des sciences physiques, mathématiques. 6e paragraphe. La formation de personnalités équilibrées nécessite l'éducation de l'homme tout entier, corps et âme, par l'exercice des vertus naturelles et surnaturelles. C'est pourquoi la discipline sera exigeante en même temps que souple, pour former des caractères trempés, ayant, avec le sens du devoir d'État, l'esprit de sacrifice et le souci du bien commun. On favorisera la pratique des arts, en particulier le chant et la musique, qui affinent et tempèrent les sensibilités. Les travaux manuels développeront chez les élèves le sens pratique et l'esprit de service. L'éducation physique et les jeux leur donneront l'occasion de se dépenser avec mesure et de s'exercer à la vie en société. Donc là aussi, évidemment, il ne faut pas faire, comme disent les enfants, que du spirituel. Il y a aussi une éducation naturelle. Septième paragraphe. Ces écoles s'entourent d'un corps professoral en parfait accord avec leur finalité. Par leur exemple et leurs compétences, les professeurs ont le souci de dispenser un enseignement catholique. Tout l'enseignement, toute l'ordonnance de l'école, personnel, programmes et livres, en tout genre de discipline, sont régis par un esprit vraiment chrétien. La cohésion ainsi obtenue assurera la qualité de la formation des élèves. Donc là aussi,
C'est toujours un souci. Ça, c'est vrai pour nous, les professeurs. Dieu merci, au moins dans notre école, on a vraiment d'excellents professeurs. Mais c'est vrai que c'est toujours un souci de trouver les bons professeurs. 8e paragraphe. L'atmosphère de ces écoles doit être celle de la Sainte Famille. L'autorité garantit l'exercice de la charité fraternelle, paternité des prêtres et des maîtres, participation active et docile des élèves, esprit fraternel des aînés à l'égard des plus jeunes, et discrète des auxiliaires féminins. Donc effectivement, on essaie de donner cet esprit de famille. Donc, en général, dans nos écoles, les enfants marchent par équipe, donc le plus grand qui va s'occuper du plus petit. Enfin, dernier paragraphe, et non moins le plus important, pour une pleine efficacité, ces écoles peuvent d'autant moins se passer d'une étroite collaboration avec les familles qu'elles ne veulent pas se substituer à elles, mais les compléter. Il est donc de toute nécessité pour le bien des enfants que les parents s'engagent à bien connaître et à mettre en œuvre les mêmes principes que ceux de l'école dont ils ont fait le choix. Ainsi, le véritable esprit chrétien contribuera à établir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, ça s'appuie sur les différents papes, Pie XI, Pie XII. Alors je lis pour compléter ce que dit Pie XII à cette intention. Dans cette sainte formation chrétienne des petites âmes que le Seigneur vous confiera, donc il parle à des jeunes époux, vous irez sans doute chercher l'aide de prêtres et de catéchistes zélés de ces excellents éducateurs que sont les religieux et les religieuses. Mais leur secours aura beau être grand, précieux et étendu, il ne vous dégagera pas de vos devoirs et de votre responsabilité. Que de fois les maîtres chrétiens se plaignent et se lamentent de la difficulté, parfois même de l'impossibilité à laquelle ils se heurtent, quand ils doivent, dans l'éducation des enfants qui leur sont confiés, remédier et suppléer par leurs soins à ce que la famille aurait dû faire et n'a pas fait ou a mal fait. Que c'est vrai. Que c'est vrai, et là j'en parle par expérience. Voilà un petit peu la charte de nos écoles, qu'on s'efforce d'appliquer. Évidemment, ça n'enlève pas les difficultés. C'est évident, l'éducation, vous avez certainement des difficultés avec les enfants, nous aussi. Mais c'est vrai que l'éducation est beaucoup aidée et marche beaucoup mieux quand il y a cette collaboration entre la famille et l'école. Avoir cette confiance, ce climat de confiance, c'est primordial. Primordial. Et Dieu merci, des familles le font. Je pourrais donner des noms, des exemples à foison, des familles qui s'intéressent à l'éducation, qui sans nous casser les pieds sans arrêt 5 minutes au téléphone tous les jours, non, ça, je ne demande pas ça, mais régulièrement nous prennent conseil ou demandent tiens, comment va l'enfant, font un peu le point avec les éducateurs. Et quand on va dans le même sens, je vais dire, l'enfant généralement suit, parce qu'un des buts de l'enfant, sciemment ou inconsciemment, c'est de diviser les autorités, c'est d'opposer les autorités. Déjà dans la famille, entre le père et la mère, papa dit non, je vais voir maman. Maman a dit non, je vais voir papa. Ça, c'est classique. Donc c'est pour ça qu'entre vous, déjà entre mari et femme, il faut être d'accord. Mais après, ça existe entre l'école et les parents. J'ai été puni, c'est pas juste, ce professeur m'aime pas, j'ai rien fait, etc. Oh mon pauvre chéri, c'est vrai que ton professeur, vraiment, il n'aurait pas dû faire ça. Mon Dieu. C'est fini. C'est fini parce que l'enfant essaie d'accord. Papa, maman sont de mon côté. Donc, et là, c'est fini. Et ensuite, à l'école, on va perdre de notre autorité. On n'aura plus la même autorité sur l'enfant. Alors, non, ce que font des parents, et là aussi ils font, t'as été puni, c'est juste. Tes professeurs, l'école a eu raison. Bon, point. Donc tu fais ta punition. Ensuite, en dehors de l'enfant, vous constatez, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être pas juste, enfin, il y a peut-être une incompréhension. Dans ce cas-là, vous prenez votre téléphone, vous allez voir à l'école, et vous vous renseignez. Vous renseignez. Voilà, mon enfant a été puni, je ne sais pas pourquoi, là j'ai l'impression qu'il l'a mal accepté, pourquoi. Et vous allez vous informer.
Et puis comme ça, à la fin, bon, alors peut-être qu'il y a une erreur de la part de l'éducateur, ça peut arriver, on commet toujours des erreurs. Bon, dans ce cas-là, on verra comment arranger les choses. Ou alors, les parents auront la vision de l'éducateur. Ah bah tiens, non, mon enfant m'avait pas dit ça. Évidemment, il avait dit que ce qui l'intéressait. Il n'avait pas dit ça. Donc, bah oui, vous êtes conforté. Bon, finalement, vous avez bien fait, vous avez eu raison. Et puis donc, quand vous allez revoir l'enfant, eh bien, l'enfant, il sait qu'il est coupable, et bon, il fait une punition, et puis après, c'est terminé. Hein, donc, il faut qu'il y ait vraiment cette collaboration. Donc, pas de critique stérile. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Donc, il faut aller voir l'autorité, il faut aller voir la source. Et même si on vous dit, oh, dans telle école, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il paraît qu'il y a ça, il paraît que, vous vous rendez compte? Il y a des cachots. Bon, bah, on va voir. Et oui, effectivement, il y a bien un cachot, il est là, regardez. Bon, enfin, bon, non, on va se renseigner. Parce que le qu'en dira-t-on, ça peut détruire vraiment une école. Ça peut vraiment détruire une école. C'est terrible parce que on voit des réputations qui tournent d'école en école. Alors, un jour, c'est telle école qui est au Zénith. Ah, c'est merveilleux. Ah, ce directeur, il est merveilleux. L'esprit de famille, etc. C'est splendide. Et puis, mes enfants, vraiment, ils travaillent. Bon résultat. Et puis, il peut arriver que, je sais pas, il y a une petite histoire, et puis les parents n'ont pas été contents parce qu'il y a eu un petit quelque chose. Bon. Alors, ils vont le dire à d'autres parents, qui vont le répéter, puis pouf. Ah non, cette école, surtout pas, retirez vos enfants, partez. Allez, non, j'en connais une autre, elle est là, elle est bien, elle est vraiment très bien. On m'a dit que de bonne. Puis ça tourne. Ça tourne. Alors, pendant qu'une école est au creux de la vague, pour remonter, et je le sais par expérience, il faut des années. Il en faut. En un an, vous pouvez couler une école. Ça, en un an. C'est vite fait. Une hémorragie, vous passez de 140 à 70. Ça, c'est vite fait. En un an. Par contre, pour repasser de 70 à 120, il faut c'est au moins 5 ans. Donc ça veut dire, l'école, pendant ce temps, il faut la faire tourner. Etc. Donc attention à ça, c'est vraiment, je vous le dis vraiment par mon expérience des écoles, il faut faire attention. Encore une fois, il y a des problèmes, il y en aura toujours, mais il faut les résoudre. Et pour les résoudre, il faut aller à la source. À la source. Donc allez voir l'autorité. N'écoutez pas d'abord vos enfants, ou écoutez écoutez vos enfants, qu'est-ce qu'ils disent, et allez vérifier. Allez vérifier. Je pourrais vous donner des exemples, mais une fois, c'est un gâchis. C'est vraiment un gâchis. Un enfant, donc, c'est la première année de pension, 6e. Donc c'est déjà le coup classique. On sort du primaire, où on mâche tout le travail, donc il faut déjà apprendre aux enfants à travailler par eux-mêmes. Donc la 6e, il y a toujours un moment de flottement. Ensuite, la pension, c'est aussi, pour ceux qui y sont, c'est aussi déstabilisant, un peu au moins au départ. Eh bien, l'enfant, il avait du mal, il y avait le cafard, etc. Et il rentre le week-end, il le dit aux parents. Eh bien, les parents ont cru l'enfant. Ah oui, c'est vrai, t'es malheureux. Ah oui, c'est vrai, t'es malheureux. Ah oui, t'es certainement battu par tes camarades, c'est vrai. Ah oui, non. C'est vrai. Ah oui, non, puis on ne te comprend pas. Non, ça c'est vrai. Et les parents ont décidé d'enlever l'enfant, de le mettre donc dans une école du village, avant d'en parler. Après, donc ils sont quand même venus au téléphone me dire, voilà, j'enlève mon fils parce que, voilà, telle raison. Je dis, mais attendez, votre enfant dit ça, voilà ce qui s'est passé, etc. Et après, le père, oui, mais écoutez, maintenant c'est peut-être un peu trop tard, je suis déjà allé voir le nouveau directeur, mon fils est déjà inscrit. Ah oui, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Gâchis. Un gâchis. Parce qu'on a écouté d'abord l'enfant. Bon, vite, le temps tourne. Alors oui, je vous ai promis de répondre aux objections, donc je vais le faire. Alors j'ai le droit de mettre mes enfants où je veux, il existe de bonnes écoles non tradies. Bon, ça, donc j'espère que ça se répond par
parce que je vous ai dit quand même, vous voyez les papes, l'obligation qu'ils font de vraiment de bonnes écoles. Peut-être, non, rassurez-vous, de toute façon, je rectifie le soir à la maison. Alors là, j'aimerais vous y voir. Quel temps est-ce que tous les soirs vous consacrez combien de temps à votre enfant? 1 heure? Mettons 1 heure. Allez, soyons vraiment larges. Tous les soirs, chaque soir, pendant 1 heure, vous rectifiez ce qui a été dit à l'école pendant 8 à 10 heures de cours. Bon. Alors vous voyez déjà le retard. La première journée, vous avez déjà 9 heures de retard. Vous voyez un peu ce que ça donne à la fin de l'année scolaire. Et puis, est-ce que vous allez tenir 1 heure tous les soirs? Ça, j'y crois pas. Non, ça c'est une illusion. Donc, non, ça, vraiment, je crois que ça tient pas. Et puis, les mauvaises fréquentations. Bon, je ne vais pas dire encore qu'il n'y a pas toujours de brebis galeuses. Ça, c'est toujours le souci de nos écoles de trouver l'éventuelle brebis galeuse, ça c'est vrai. Mais Ah si, c'est une petite histoire drôle. À ce sujet-là, il y a un enfant qui est venu en test, un jour à l'école. Et bon, test pour une 6e, je crois. Et puis, au bout de la journée, donc les parents le reprennent, etc. Et puis, les parents me recontactent un jour en disant, non, finalement, on ne mettra pas notre enfant dans votre école. Ah, bon. Pourquoi? Bien, vous savez, mon fils, il a été choqué parce que, dans sa cour de récréation, enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais vous savez, il y a d'autres garçons qui ont dit des gros mots. Ah. Je lui dis, oui, et quel genre de gros mots? Enfin, est-ce que c'est vraiment du domaine conversation vraiment salace, ou est-ce que c'est des... Ah non, c'est pas ça. Non, c'est qu'il dit des gros mots, quoi. Bon, des mots courants, quoi. Ah bon? Et qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, non, je vais le garder. Bon. Et après, j'ai appris qu'ils ont mis dans le collège du coin. Où là, bien sûr, il n'y avait pas de gros mots. Quelle illusion. Bien. Ensuite, nos enfants, dans vos écoles, nos enfants sont dans un cocon. Il faut qu'ils apprennent la vie, etc. Eh bien, oui, ils sont dans un cocon, d'une certaine façon, c'est vrai. Et c'est bien. L'exemple, alors généralement pour les garçons, je donne un exemple militaire. Bon, je vais peut-être le donner aussi. Vous savez peut-être votre mari ou qui ont fait le service militaire, donc vous savez ce que c'est. Quand on va faire son service militaire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne aux jeunes soldats, bon, écoute, tiens, voilà ton fusil, tu prends le combat, c'est là-bas, alors tu y vas. Mais comment ça marche? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a ce qu'on appelle les classes. Pendant 1 mois, 2 mois, on est à part, et puis on apprend le combat, on apprend le métier. Et puis ensuite, une fois qu'on a appris le métier, on va au combat. Donc on sait comment combattre. Si on avait mis l'enfant tout de suite au combat, enfin le soldat tout de suite au combat, il se fait descendre à la première balle. Hein. Paf il fallait se cacher, trop tard. Eh bien, l'enfant, c'est pareil. Après, il affrontera le monde, c'est vrai. Mais le monde, c'est un combat. Enfin, on est bien placé pour le savoir. Il faut apprendre les armes du combat. Il faut apprendre comment combattre. Et c'est dans l'école. Donc, effectivement, on est dans un cocon. Alors, peut-être un exemple plus féminin, si vous êtes infirmière ou médecin, les enfants qui sont déficients immunitaires, comment on les guérit? On les met dans une bulle stérile. On les met d'abord X temps, ils grèvent de mois, je sais pas quoi, et on les met dans une bulle. Et puis ensuite, le temps qu'ils refassent leur défense, et après, on les remet de nouveau au contact avec le monde. Mais si ces enfants malades, on les mettait tout de suite, paf, le premier microbe, c'est pour eux, puis c'est terminé. Donc vous voyez, c'est vrai que dans nos écoles, il faut protéger aussi les enfants. Au contraire, ils seront plus forts par la suite. Donc comme je vous l'ai dit, on ne les met pas sur notre planète, on leur apprend à discerner l'erreur. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit comme objection? Ah oui, la pension, je ne peux pas. Oui, alors ça, c'est le problème de la séparation. Alors, je reconnais, oui, c'est vrai, c'est un sacrifice. Bon, des parents habitent à côté de l'école, eux, c'est la demi-pension, donc c'est vrai, il n'y a pas ce problème-là. Vous ne pouvez pas tous habiter autour des écoles, évidemment. Donc, c'est vrai, c'est un sacrifice affectif qui est certain, surtout, je pense, pour les mamans. Mais là aussi, par expérience, je me rappelle très bien, l'enfant est à l'école,
les parents, ils étaient venus vraiment sur la réserve. On les sentait vraiment sur la réserve, dans la pension. Et puis, enfin, ils cherchaient tous les arguments pour pas mettre l'enfant à l'école. Puis Dieu merci, ils l'ont quand même mis. Et je revois le père. Donc c'était le père aussi qui était assez... À la fin de l'année scolaire, je dis, alors ça s'est bien passé. Il dit, monsieur l'abbé, j'en reviens pas. Mon enfant est transformé. Il est heureux. Il est parfaitement heureux. Il est vraiment dans son élément. Alors ça, ah oui, non, j'avais des idées préconçues sur la pension, mais là, non, c'est fini. Parce que l'enfant, en voyant l'enfant heureux, eh bien, automatiquement, les parents atténuent un petit peu de leur peine de la séparation. Et aussi, bon, la séparation, on essaie de la minimiser au maximum. Bon, généralement, dans nos écoles, on sort tous les... Bon, pour ceux qui habitent loin, hein, tous les 15 jours. Donc, ils ont 3 jours, du vendredi midi au lundi midi. Donc, tous les 15 jours. Donc, ça fait 11 jours, en réalité, de présence de l'enfant à l'école. Et puis, des grandes vacances. Alors, c'est vrai, bon, est-ce que l'enfant s'habitue à la pension? En général, oui. Sur mes 6 ans, j'ai un cas où l'enfant ne s'est pas habitué à la pension. Et encore un cas un peu particulier. Les parents habitaient à 20 km. Donc, ils mettaient l'enfant pensionnaire parce que, bon, c'était des commerçants, enfin, ils étaient pris dans leur travail, etc. Et c'est vrai que l'enfant, au bout de... avait toujours mal au ventre, il ne travaillait plus, toujours malade, etc. Bon, et un jour, on a dit aux parents, bah, écoutez, vous le reprenez chez vous. Donc le soir, ne serait-ce que le soir. Ah oui, mais on ne pourra pas avant 8 heures. Bah, vous le prenez à 8 heures du soir et vous le ramenez le lendemain à 8 heures du matin. Terminé. Fini. Plus malade, l'enfant. Terminé. Donc, il s'est mis. Et ensuite, progressivement, l'année suivante, il a passé une soirée à l'école. Et puis ensuite 2 jours. Et à la fin de sa scolarité à l'école, il était pensionnaire. Donc, c'est le seul cas que j'ai vu. Ensuite, évidemment, il y a une période d'adaptation. Je veux dire, surtout pour les nouveaux, il faut compter un trimestre. Ça, c'est vrai. Il faut compter jusqu'à Noël. Mais ensuite, généralement, ils se font des amis et ça se passe bien. Et puis, attention aux comédies de l'enfant. Alors là aussi, les parents, de temps en temps, que d'illusions. Ah, mais flagrant. L'enfant, un jour, il ramène, avec ses parents, il est ramené par ses parents. Des crises de larmes. « Ah non, ne me laissez pas, je veux être avec vous, ne me quittez pas !» Et puis il s'accrochait aux parents. Alors je voyais les parents, les larmes qui commencent à venir. Je me suis dit, oh là là, là c'est mal parti. « Non, je veux pas. » Alors j'ai pris de force l'enfant, j'ai dit, tu viens avec moi. J'ai dit aux parents, écoutez, vous partez. Allez, partez. Bon. Alors les parents sont quand même partis. Ils ont moteur, la voiture qui commence à marche arrière, qui commence à partir. J'ai vu l'enfant. Le sourire. Je dis, bon, maintenant, allez, tu vas voir tes camarades. Puis, très bien, plus rien, fini. C'était la comédie. La comédie. Alors après, bien sûr, j'ai eu le parent le soir au téléphone. Je dis, mais comment ça s'est passé? Oh, je lui dis, mais très bien, vous savez, dès qu'il a vu la voiture partir au bout de l'allée, il a souri, il est allé voir ses camarades, et maintenant, il n'y a aucun problème. Je dis, si vous voulez, je peux vous le passer. Ah bon? Alors attention, les enfants sont aussi de bons comédiens. Bon, enfin, je ne veux pas dire encore qu'il n'y ait pas de souffrance, mais bon. Et puis surtout, pour le problème de la séparation, voyez vraiment les choses d'en haut. Là aussi, voyez les choses d'en haut, voyez le bien de l'enfant, et puis dites-vous, quand vous paraîtrez devant le bon Dieu, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Bon, le qu'en dira-t-on, que vont dire mes amis? Bon, ça c'est facile, pareil, voyez les choses d'en haut. Est-ce que vous aurez cette excuse devant le bon Dieu? Je ne crois pas. École trop chère. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'il faut bien tourner. Bon, là aussi, c'est pas un motif de refuser un enfant. On a les systèmes de bourse, de bienfaiteurs. En général, on peut toujours s'arranger. Donc là, c'est pas un prétexte non plus. Enfin, c'est mon fils qui choisit. Alors là, venez me voir. Voilà, bien écoutez, donc que faire? Eh bien, encore une fois, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je crois que c'est un problème important. Comme dit Pie XI, il y a obligation pour tout catholique, même au prix des plus grands sacrifices, de soutenir, animer, promouvoir l'école catholique. Alors soutenez nos écoles, eh bien d'abord par vos prières, évidemment. Priez pour les écoles, c'est important, pour l'éducation. Priez beaucoup, car on a de nombreux ennemis.
Bon, je ne parlerai pas de la nouvelle loi de l'État sur les écoles. Bon, on n'a rien à se reprocher, donc il ne faut pas non plus avoir une crainte excessive. Mais enfin, c'est vrai qu'on cherche toujours la persécution. Donc priez pour les écoles, offrez vos sacrifices, vos générosités également. Si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, les écoles, c'est toujours bienvenu. Vous pouvez toujours aider. Et puis ensuite, rappelez-vous, bonne école veut dire des vocations, veut dire de bons foyers catholiques. Alors priez bien pour ces écoles et que la Sainte Vierge vous éclaire. Et il faut bien comprendre l'importance des éducations catholiques et donc les écoles qui s'efforcent de la